Salut les topiens, super content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin reparler un peu de cinéma sur la chaîne puisque c'est le retour de Disney en salle depuis un sacré bout de temps et c'est donc Cruella qui ouvre le bal et je voulais marquer le coup pour recommencer à parler un tout petit peu de cinéma sur la chaîne. Et la dernière fois qu'on avait parlé ensemble d'un film en salle, c'était En Avant, donc il y a plus d'1 an, je sais pas si vous vous rendez compte. Et aujourd'hui je pense qu'il est absolument essentiel qu'on parle de ce remake live action qui se concentre sur le méchant de ce classique d'animation. Ce classique d'animation qui était Les 101 Dalmatiens, lui-même adapté d'un roman anglais sorti en 1956. C'était un classique d'animation qui avait marqué pour deux choses. D'abord, il était particulièrement innovant et d'un point de vue technique très élaboré puisqu'il a permis la possibilité d'animer les fameux 101 Dalmatiens. Chose qui n'aurait pas été possible avec cette nouvelle technique qui s'appelait la xérographie. Et donc comme le Technicolor, ça va permettre de propulser Disney à un autre niveau technique. Et puis ce film avait été marquant parce que son méchant était totalement emblématique, il a marqué des générations d'enfants. Et d'ailleurs on dira que c'est le dernier grand méchant qu'aura connu Walt Disney de son vivant. On dira par exemple que dans les Aristochats, le méchant n'est pas assez emblématique. Il faudra du temps à Disney pour retrouver des méchants particulièrement emblématiques et il faudra encore plus de temps, surtout pour retrouver la gloire. Et cette gloire, elle reviendra pas avant les années 80-90 en animation. Ce méchant avait déjà été tellement emblématique qu'il avait inauguré une série de remakes live action bien avant ceux qui sont un peu plus contemporains, c'est-à-dire ceux des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Car oui, il y avait déjà eu des remakes live action et les premiers c'était ceux des 101 Dalmatiens. Le premier était sorti en 1996 et c'était Glenn Close qui avait marqué le public en incarnant Cruella et d'ailleurs c'était elle qui prenait le plus de place sur l'affiche sur les deux films. Et il y avait eu d'ailleurs une suite qui était sortie en 2003. Deux films qui ont vraiment marqué la fin des années 90, années 2000. C'était donc compliqué pour Disney de se relancer et de nouveau faire un film sur un méchant emblématique. Et donc j'ai découvert ce film et je vous avoue qu'il m'a profondément marqué et je peux vous dire sans aucune difficulté qu'il s'agit d'un des plus grands remakes live action que Disney n'ait jamais sorti. On va voir ensemble pourquoi et ce sera une critique sans spoiler car il y a beaucoup de twists dans ce film et il vaut mieux les préserver. Vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement. Je parlais de Maléfique à l'instant. Qu'est-ce qui est intéressant justement par rapport à Maléfique? C'est que dès le début du film, Disney ne prend pas de risque avec Maléfique puisque la voix off, qui est celle d'Angelina Jolie, dit tout de suite « On vous a raconté n'importe quoi, c'est un énorme quiproquo, je suis gentille ». Ça, c'est le pitch de Maléfique. C'est pas du tout le cas avec Cruella, où clairement le réalisateur Craig Gillespie avait une volonté, c'était celle d'assumer, d'avoir un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Alors bien sûr, c'est un Disney. Donc il faut expliquer pourquoi elle est méchante, quelles sont les origines de sa méchanceté. Et c'est dans ce film-là et dans ce temps très réduit qu'on va comprendre pourquoi elle est devenue complètement folle. Il n'empêche qu'à la fin, elle devient folle. À la fin, elle devient le personnage qu'on connaît dans le classique d'animation. Et oui, c'est un personnage qui s'assombrit au fur et à mesure du film. C'est un parti pris, disons, classique. Mais quand on est un studio comme Disney, c'est un parti pris malgré tout risqué parce qu'en principe, dans les Disney, on ne peut pas justifier la méchanceté gratuite. Le deuxième point qui m'a profondément marqué, c'est le choix d'Emma Stone. C'est vrai que c'était compliqué de choisir une actrice pour ce rôle puisqu'il y avait déjà l'ombre de Glenn Close, la grande concurrente de Meryl Streep, et je dis pas Meryl Streep au hasard. Ce film me fait évidemment beaucoup penser au Diable s'habille en Prada, même si c'est une version beaucoup plus trash, beaucoup plus rock, beaucoup plus extravagante aussi bien sûr. Parfois, on se rend compte qu'on est clairement à la frontière de la réalité. Donc oui, le choix d'Emma Stone, c'est extrêmement clivant. Et dès le début du film, je pense que ça va poser beaucoup de problèmes à la plupart des spectateurs. Et il faut du temps pour que Emma Stone arrive à convaincre le public, c'est-à-dire le temps de la transformation de son personnage. Forcément, la partie où elle incarne un personnage un peu plus naïf, un peu plus faible, m'intéresse beaucoup moins. Et c'est la partie que je trouve la moins convaincante. Mais il y a quand même une scène qui m'a profondément marqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on peut dire que Cruella est un peu le Joker de Disney. Puisque vous le savez, il y a quelques temps, Warner avait sorti son film autour du Joker et avait expliqué la construction de ce personnage. Il y a une scène qui est d'ailleurs complètement similaire. C'est là où le film prend toute sa saveur. Et là, dans le regard d'Emma Stone, il se passe quelque chose. Il y a un jeu d'acteur qui est absolument incroyable, sans aucun artifice, sans aucune extravagance autour, avec simplement un cadreur qui d'ailleurs filme pas très bien et je pense que c'est volontairement fait exprès. Ça se voit qu'elle a été très longuement répétée. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois un travail du réalisateur et de l'actrice, c'est qu'il y a une volonté de complètement salir Cruella. C'est-à-dire qu'ici, le personnage fait des choses sales, fait des choses trash. Elle n'est pas sans cesse valorisée, elle n'est pas mise sur un piédestal, elle mord vraiment de la poussière et parfois même au sens propre. Elle n'est pas tout le temps parfaitement maquillée, au contraire, et c'est à l'image de ce dont on va parler un peu plus tard dans la critique, c'est qu'il y a beaucoup de rock dans ce film, il y a beaucoup de références au rock anglais des années 50, 60, 70 et même 80. Et donc il y a une volonté de salir le personnage et d'en faire un personnage beaucoup plus rock, beaucoup plus punk, beaucoup plus trash. Et ça c'est vraiment intéressant. C'était pas du tout le parti pris du classique d'animation, ni même celui du live action. Et c'est une vraie prise de risque, là aussi je trouve. Au-delà des références musicales, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film,
c'est tout ce qu'il y avait autour de l'idée de la rivalité et du dédoublement de personnalité. Il y a d'ailleurs une référence absolument extraordinaire et je vous invite à aller voir cette série d'ailleurs qui est disponible sur Disney+. Il y a une référence à Bette Davis et pour ceux qui connaissent cette référence, c'est une façon de découvrir et de comprendre quel sera le dénouement du film et quel sera même le twist. Et franchement, si vous ne connaissez pas l'histoire de ces deux actrices, donc Bette Davis et Joan Crawford, je vous invite vraiment à regarder cette série sur Disney+ qui s'appelle Feud. Et c'est aussi une façon d'introduire à une notion qui est jusque-là pas abordée dans le film et c'est à ce moment-là qu'on comprend ce tournant, c'est-à-dire la folie. Il y a une façon d'aborder ici la folie, c'est une façon de revisiter très grossièrement les grands classiques de la littérature anglaise et en fait ici c'est une interprétation moderne, punk, trash de Dr Jekyll et Mr Hyde puisqu'on va traiter ici du dédoublement de la personnalité pour qu'à la fin, finalement, il ne reste plus qu'une seule et même personnalité et qui soit la plus sombre. Et pendant qu'on traite cette folie, c'est pour ça que je parlais du Joker tout à l'heure, il y a une volonté de sans cesse théâtraliser. Il y a un goût pour la mise en scène, pour le théâtre. C'est pour ça que ma scène préférée dans le Joker, c'est vraiment la toute dernière finalement quand ils sont au talk show avec Robert De Niro. Cruella, c'est ça pendant tout le film, 3 à 5 actes totalement théâtralisés. Plus Cruella sombre dans la folie et dans l'obsession, plus ses mises en scène sont sophistiquées et plus le twist est difficile à comprendre et à prédire. Et mine de rien, je pense que une des plus grandes actrices de l'histoire du studio de Disney restera Emma Thompson. D'abord, on la connaît tous et surtout vous qui me suivez sur cette chaîne, vous la connaissez tous dans le film Dans l'ombre de Marie. C'était elle aussi qui avait joué Mrs. Spot dans la nouvelle version de La Belle et la Bête, dans le remake. Et ici, elle vient remplacer finalement Glenn Close pour un rôle qui est complètement un rôle alternatif. Et là, on est dans le registre de ce que faisait un peu plus Glenn Close. Sauf que encore une fois, comme on est dans cette ambiance un peu plus punk, un peu plus trash, un peu plus extravagante et parfois quasiment irréelle, eh bien, il y a une forme d'extravagance là aussi. Il y a une forme de théâtralisation poussée à l'extrême et une collection de répliques absolument incroyables dont seule Emma Thompson a le secret et il n'y a que elle qui peut bien les placer comme ça. Et donc pour ceux qui ne seront pas déçus de voir un personnage comme Glenn Close, mais en fait Emma Thompson est là pour ça. Une femme rigide de plus de 50 ans, aigrie, tyrannique. Là où finalement Emma Stone est dans un registre complètement différent mais qui est tout aussi efficace et qui est pour moi vraiment le registre de la folie finalement. Et enfin, je conclurai là-dessus pour tous les amateurs de mode et de costumes, je pense que c'est aussi quelque chose à voir. C'est un spectacle. On en parlait à l'instant, vous voulez refaire toute votre culture musicale, tout le rock des années 50-70, je crois même qu'il y a des sons des années 80 sont représentés, ils sont superbement bien placés. En ce moment, il y a une manie à vouloir placer de la musique un peu plus contemporaine dans des films d'époque ou des séries d'époque. Là, c'est pas trop le cas, on reste quand même bien dans l'ambiance des 60s et des années 70 et franchement, c'est aussi une très belle façon de refaire votre culture musicale. C'est pas du tout ma génération, donc j'ai pas du tout connu cette époque, mais j'ai l'impression que le réalisateur a voulu aussi faire souffler un vent de nostalgie sur la liberté et sur le rock anglais qui à une époque était très décrié par les conservateurs. Et je crois qu'il y a une volonté ici de faire revivre un peu cette époque, un peu vous savez comme mai 68, un peu comme à l'époque de ces radios pirates, et de rappeler quel était le vent de liberté qui soufflait à l'époque et à quel point ça venait aussi casser l'esprit un peu traditionnel qu'incarne la baronne dans ce film, la baronne qui est donc Emma Thompson, et c'est raconté à travers les costumes et la musique notamment. Voilà les Taupiens, j'espère que ce film vous a plu à vous aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est clairement un remake très original, malgré tout destiné à un public familial, parce que Cruella fait beaucoup rire les enfants, j'ai trouvé dans la salle. J'espère qu'il vous fera rire aussi, mais pas que. Il est aussi très surprenant et j'ai très hâte de reparler bientôt ciné avec vous sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Taupiens!